Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère bien que vous allez tous bien. Donc, c'est la troisième séance de ce cours de sciences de vie et de terre concernant la première unité intitulée Consommation de la matière organique et flux d'énergie, surtout le premier chapitre, les réactions responsables de l'extraction de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Déjà dans la science 2, donc cette science 3, c'est une suite à la science 2 et la science 1. Si vous voulez bien comprendre ce premier chapitre, vous devez regarder les trois séances. Bien. Donc cette science 3, c'est une suite de la science 2. Dans la science 2, on avait déjà vu les étapes de la dégradation du glucose dans le cytoplasme, ou bien de l'hyaloplasme, qu'on avait appelé glycolyse. Et aussi, on avait vu le sort, ou bien le destin de l'acide pyruvique produit au niveau du hyaloplasme, qui pénètre dans la mitochondrie et qui subit une oxydation en ce qui concerne la respiration. Donc, il subit une oxydation au niveau de la mitochondrie. Nous avons déjà vu les deux premières étapes. Et on s'est demandé une question, quel est le rôle du dioxygène et comment sont réoxydés les coenzymes. Donc, on s'est arrêté à cette diapositive, si vous vous rappelez bien. C'est la dernière diapositive de la séance 2. Et on va passer maintenant, pour répondre à cette question, le rôle du dioxygène, on va passer à cet exercice. Bien. Donc ici, on vous propose un exercice des mitochondries isolées et placées en présence des transporteurs qu'on avait nommés ici R'H2. Ce sont des coenzymes ou bien des molécules réduites dans un milieu confiné, ça veut dire fermé, clos, sans oxygène. On injecte le dioxygène sous forme de pulse. Ça veut dire une petite concentration dans un temps bien déterminé. On poursuit la concentration en protons H+. Donc, on va poursuivre maintenant, si vous voulez, le pH. Bien, du milieu extérieur des mitochondries. Regardez ici, c'est le protocole expérimental. On a le tube qui constitue le milieu confiné. Voici les mitochondries. Et cet espace-là, ou bien cette solution-là, c'est le milieu extra-mitochondrial. Bien, donc on va poursuivre la concentration des protons au niveau de ce milieu extramitochondrial avant et après l'injection de dioxygène. Voici les résultats. Les résultats, ils sont résumés ici, regardez bien. Avant l'injection de dioxygène, regardez bien que le taux, ou bien la concentration des protons est nulle, 0 protons, dans l'espace en dehors des mitochondries. Lorsqu'on injecte directement l'oxygène, regardez dans les 20 ou bien 30 secondes. Les premières 20 ou 30 secondes, regardez que la concentration augmente jusqu'à une valeur à peu près de 58 nanomoles par litre. Nanomoles, ça veut dire 10 à la puissance moins 9 moles par litre. Et par la suite, le reste de temps, cette concentration diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acidité dans le milieu extramitochondrial devient de plus en plus importante lorsqu'on injecte le dioxygène. Ça veut dire que ce dioxygène, il a amorcé des réactions chimiques qui ont produit des protons, et ces protons, ils sont évacués à l'extérieur de la mitochondrie. On sait déjà que le pyruvate, lorsqu'il pénètre dans la mitochondrie, il subit une oxydation. Et cette oxydation, il en résulte des protons. On avait dit qu'on a un ensemble d'enzymes au niveau du cycle de Krebs qui arrachent les protons et les électrons. Donc, d'où proviennent ces protons? Ce sont ces coenzymes qui sont oxydés. Ça veut dire une réoxydation des coenzymes. Donc, c'est ça le rôle du dioxygène. Il assure la réoxydation des coenzymes. Ici, lorsque la quantité d'oxygène utilisée ou bien injectée est épuisée, après 30 secondes, regardez que les protons, la concentration des protons revient à la valeur initiale qui est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les protons réentrent à l'intérieur de la mitochondrie. Bien. Donc, on va résumer ceci. L'augmentation de la concentration des protons dans la solution directement après injection de dioxygène s'explique par la sortie des protons, résultant de l'oxydation des donneurs des électrons. Ce sont NADH+ et FADH2 qu'on avait déjà cité la séance précédente. Des mitochondries à travers leur membrane interne. Pourquoi? Parce que ces composés réduits, ils sont produits au niveau de la matrice mitochondriale. Bien, donc voici les réactions de cette réoxydation des coenzymes. NADH+, il va libérer les deux protons
plus les 2 électrons, il va retourner à la forme oxydée NAD+. Bien, la même chose pour la flavine adénine dinucléotide. Elle est ici sous forme réduite, elle va se transformer en forme oxydée. Pourquoi on a besoin de ces 2 formes oxydées? Pour qu'ils retournent au cycle de Krebs, pour que les réactions de cycle de Krebs persistent et ne s'arrêtent plus. Bien, donc dans la mitochondrie, la présence d'oxygène permet le maintien des réactions d'oxydation des coenzymes NADH, H+, et FADH2. Bien, où se passe cette oxydation des coenzymes? Voici l'équation bilan de l'oxydation. Mais on a besoin de connaître le lieu de cette oxydation de ces coenzymes. Voilà, pour ceci, on va passer à la diapositive suivante. Bien, les transporteurs d'électrons, on veut dire ici NADA, NAD+, et FAD. Les transporteurs d'électrons et ou des protons sont caractérisés par leur potentiel d'oxydoréduction standard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque molécule elle a un potentiel OX-RED. C'est ce qu'on appelle un potentiel redox ou bien un potentiel OX-RED qui est schématisé sous forme de E. Donc, le potentiel redox est une grandeur qui mesure le pouvoir oxydant, le pouvoir d'arracher des électrons et des protons à une autre molécule, au réducteur d'un couple redox. Bien, donc, regardez ici, on vous a schématisé un tout petit peu ce qui se passe au niveau de la membrane interne mitochondriale. Membrane interne mitochondriale, voici le côté de la matrice, voici le côté de l'espace intermembranaire, et voici un ensemble d'enzymes ou bien de transporteurs d'électrons. Ils sont ici placés, juxtaposés l'un à côté de l'autre, et ils ont un rôle ce rôle, c'est le transfert des électrons. D'où provient ces électrons? Il provient de l'oxydation des coenzymes NADH, H+. Donc, regardez bien ici dans cette réaction, par exemple, NADH, H+, il va être réoxydé, il va se transformer en NAD+, avec libération de 2 électrons et 2 protons. Les protons, ils resteront ici, on va voir leur destin, bien sûr, et les électrons, ils sont arrachés par T1. D'après ce qu'on avait lu jusqu'à ici, regardez bien, ce transporteur T1, il a un pouvoir redox, ou bien OX-RED, qui est supérieur au pouvoir redox de la molécule NADH, H+, NAD. Ça s'appelle le couple OX-RED. OX-RED. Couple OX-RED. Ça veut dire la forme oxydée de la molécule et la forme réduite de la molécule. On va voir ça dans ce schéma-là. Regardez. Donc, T1, il a arraché les électrons à NADH, H+, plus les protons. Par la suite, T2, il les a arrachés à T1, les mêmes électrons. Ensuite, T3, il les a arrachés à T2. Par la suite, les électrons passent à T4. Et enfin, ils passent à T5. Et on constate ici que le dernier accepteur des électrons, c'est qui? C'est l'oxygène. L'oxygène qu'on s'est demandé quel est son rôle. Donc, voici le rôle de cet oxygène absorbé. L'oxygène absorbé, son rôle, c'est quoi? C'est d'accepter, d'acquérir quoi? Les électrons plus les protons. Et il se transforme en H2O. Bien, donc on va voir pourquoi ce transfert des électrons se fait dans ce sens-là. Pourquoi on n'a pas, par exemple, les électrons qui passent de T1 à T3 ou bien à T5 directement? Regardez, ceci, il est bien expliqué dans ce diagramme. On vous a montré ici le potentiel redox de chaque couple. Par exemple, NADH, H+, NAD+, voici son potentiel redox. C'est moins 3,2 volts, ou bien moins 320 millivolts. Ensuite, pour par exemple T1, il est de l'ordre environ de moins 2, moins de 100 millivolts. Ça veut dire moins 0,2 volts. Là, pour T1, il est de l'ordre à peu près de 0. Pour T2, il est à peu près de l'ordre de 1, quelque. T4, pardonnez-moi, il est de l'ordre de 2,5 ou bien de 0,3 volts, pardonnez-moi, 0,3 volts ou bien 300 millivolts. T4, à peu près 550 millivolts. Pour T5, pour T6, le dernier accepteur, regardez, T6, c'est de l'ordre à peu près de 700 millivolts. Et le dernier accepteur qu'on avait déjà cité dans ce premier document, c'est l'oxygène absorbé. Donc l'oxygène, ce couple O2H2O,
il a un pouvoir redox, un potentiel redox de l'ordre de 820 millivolts. Donc, en physique ou bien en chimie, les électrons, ils passent d'une manière spontanée de la molécule ou bien de couple ayant un potentiel redox faible vers un couple ayant un potentiel redox plus fort. Pourquoi les électrons passent de T1 à T2? Pourquoi ils ne passent plus de T1 à T3? Parce qu'au niveau de la chaîne respiratoire, au niveau de cette membrane, T1 et T2, ils sont juxtaposés. Ça veut dire que ce T2, c'est la molécule qui a la possibilité d'arracher les électrons à T1. Et par la suite, T3, elle est juxtaposée avec T2. Ça veut dire quoi? C'est elle qui va arracher les électrons à T2, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble de ces composés, l'ensemble de ces molécules, elles sont insérées dans la membrane interne mitochondriale. Elles sont nommées chaînes respiratoires. Si vous vous rappelez bien, dans la science 1, on avait parlé de ces propriétés de la membrane interne. On avait dit qu'il est très riche en molécules qui participent dans des réactions d'oxyde de réduction qui forment la chaîne respiratoire. Voici les molécules dont on avait parlé dans la science 1. Bien. Les électrons se déplacent des molécules à faible potentiel redox vers les molécules à fort potentiel redox. Ce déplacement spontané des électrons s'accompagne d'une libération d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque les électrons passent de T1 à T2, ils libèrent une quantité d'énergie. C'est comme, si vous voulez un exemple, c'est comme la chute des eaux au niveau d'une cascade. Donc cette chute, il libère une quantité d'énergie qu'on peut exploiter, bien sûr. C'est la même chose ici. Donc, le passage des électrons d'un transporteur à l'autre, il libère une quantité d'énergie qu'on peut exploiter. On va voir comment peut-on exploiter cette énergie. Bien. Donc, le flux des électrons dans la chaîne respiratoire s'effectue spontanément dans le sens croissant des potentiels redox. Regardez le sens. C'est de moins 320 millivolts jusqu'à plus 820 millivolts. Voilà. Depuis le premier donneur de le couple NADH+, NAD, ou bien FADH2, FAD, jusqu'au dernier, à l'accepteur final des électrons, c'est l'oxygène, donc qui forme le couple O2H2O avec cette réaction-là. Regardez, un demi-O2 plus 2 électrons, plus 2 protons, ça va donner H2O. Bien. On va passer maintenant aux conditions de synthèse de l'ATP, puisqu'on avait parlé dès la première séance de la séance, la première diapositive de la séance 1, d'une molécule universelle qu'on avait appelée adénosine triphosphate. On va voir maintenant comment cette molécule est synthétisée, ou bien comment peut-on convertir l'énergie chimique retenue dans la matière organique en ATP. Bien. Pour ceci, on va voir cet exercice pour déterminer les conditions de la production de l'énergie au niveau de la membrane interne en semi des mitochondries isolées à l'action des ultrasons. Les ultrasons, ce sont des ondes sonores dont la fréquence est plus grande que celle qu'on écoute avec nos oreilles. Donc, les vibrations de haute fréquence cassent les membranes internes en petits fragments. Regardez ici, mitochondries soumises à ultrasons, regardez la membrane interne. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la membrane interne. Donc, regardez la membrane interne, elle est fragmentée. Après cette fragmentation, regardez spontanément, chaque fragment va fermer quoi? Une sphère. Il va fermer une vésicule submitochondriale. Donc, regardez, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on avait étudié la structure de la mitochondrie, on avait parlé de ces sphères pédonculées. Les voici. Donc, voici les sphères, alors que les pédoncules, ils sont enracinés dans la membrane interne. Donc, les sphères ici, regardez, elles sont du côté externe. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on avait étudié la structure de la mitochondrie, les sphères étaient du côté stroma, étaient du côté, pardonnez-moi, matrice. Bien. Donc, les vésicules submitochondriales, ici, un agrandissement d'une vésicule ou bien détail d'une vésicule, voici les ATP synthétase ou bien ATP synthase, et ce sont les sphères pédonculées, nommées aussi sphères pédonculées. Chacune contient un canal à protons. Et on va voir maintenant comment peut-on utiliser ces sphères expérimentalement. Donc, les figures 1, 2 et 3 présentent les résultats des expériences réalisées sur des vésicules submitochondriales dans différentes conditions. On veut savoir, n'oubliez pas le but, on veut savoir quelles sont les conditions de la synthèse d'une molécule hautement énergétique, l'ATP. Bien. Donc, dans le premier cas, regardez, on a la sphère, la vésicule submitochondriale qui contient les sphères pédonculées, et on avait à l'intérieur de la vésicule un pH interne qui est égal à 8,
et du côté externe un pH, pardonnez-moi, un pH interne qui est égal à 4, et du côté extravésiculaire, un pH qui est égal à 8, ça veut dire basique. Le résultat, lorsqu'on ajoute l'ADP plus le PI, avec toutes les conditions nécessaires, regardez, on a synthèse de l'ATP. Donc c'est un cas témoin. On va passer au deuxième cas. Dans ce deuxième cas, qu'est-ce qu'on a? On avait coupé les sphères. Ça veut dire qu'il n'en reste que les pédoncules. Lorsqu'on a seulement les pédoncules avec les mêmes conditions expérimentales, cette différence de pH, regardez, il n'y a pas de synthèse d'ATP. La même chose dans le troisième cas. On n'a pas de synthèse d'ATP, mais c'est quoi la cause cette fois-ci? Regardez, on a présence des sphères, présence des pédoncules. La seule chose qui est anormale ici, c'est quoi? C'est l'égalité de pH. Ça veut dire le pH intravésiculaire et le pH extravésiculaire, ils sont égaux. Ça veut dire quoi? L'ATP ne peut pas être synthétisé. L'ATP ne peut pas être synthétisé si le pH intravésiculaire et extravésiculaire est égal, sont égaux. L'ATP ne peut pas être synthétisé si on n'a pas l'enzyme entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il manque ici les sphères. On a des pédoncules mais sans sphères. Alors que là, on avait dit que c'est un cas témoin. Bien. Donc, à partir de ceci, on peut extraire ou bien on peut conclure les conditions de la synthèse d'ATP. Présence d'ADP plus PI, ce sont les précurseurs, les métabolites qu'on doit réagir entre eux pour produire l'ATP. Le pH du côté des sphères, rappelez-vous bien, c'est très intéressant ce point-là. Le pH du côté des sphères, ça veut dire la matrice mitochondriale. Dans le cas normal, dans une mitochondrie, les sphères sont du côté de la matrice. Ici, les sphères sont du côté externe de la vésicule. Il faut que le pH du côté des sphères, ça veut dire la matrice mitochondriale, soit supérieur au pH de l'autre côté. Qui est l'autre côté? C'est le milieu extracellulaire. Le pH de l'autre côté de la membrane interne, ça veut dire l'espace intermembranaire. Donc l'oxydation du coenzyme et le transfert des électrons, qu'est-ce qu'ils font? Les électrons, dans la chaîne respiratoire, entraînent la sortie des protons. C'est pourquoi, dans le diagramme qu'on avait étudié, on avait une élévation de la concentration du proton dans le milieu extérieur. Bien, donc, entraîne la sortie des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ce qui crée un gradient électrochimique. On va parler suffisamment sur ce gradient. pH de la matrice supérieur à pH externe. La consommation d'oxygène, bien sûr, par les mitochondries est aussi un facteur ou bien une condition essentielle de la synthèse d'ATP. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que l'oxygène, c'est le dernier accepteur des électrons. Bien, on va passer maintenant au résumé. Regardez bien. Ici, on veut résumer qu'est-ce qui se passe au niveau de la membrane interne mitochondriale. Ça, c'est un schéma bilan. Regardez-le bien. Bien, regardez ici. On a les transporteurs T1, T2, T3, T4, T5 et T6. Le NAD, il est oxydé par T1, alors que les FAD, ils sont oxydés par T2. Les électrons résultant de ces deux oxydations, ils sont transférés au niveau de T3, T4, T5 jusqu'à T6. C'est ce qu'on avait déjà expliqué. Bien. Bien sûr, ici, on a le NAD+, plus 2 électrons. Pardonnez-moi, plus 2 protons. NAD+, plus 2 protons. La même chose ici, FAD plus 2 protons. Donc les protons, ils ne vont pas s'accumuler ici. On avait dit que le transfert des électrons, il libère une quantité d'énergie. Cette énergie, elle est exploitée par certains transporteurs. C'est pas tout. Par exemple, le transporteur T1 ici, T4 et T6. Qu'est-ce qu'ils font avec cette énergie? Ils font évacuer les protons vers le milieu extra-mitochondrial. Ça veut dire vers le milieu intermembranaire, vers l'espace intermembranaire. Cette évacuation, que va-t-il arriver? Le pH ici va s'affaiblir, le pH du côté externe va augmenter. Ça veut dire quoi? Pardonnez-moi, ici le pH deviendra acide et le pH ici deviendra basique. Ça veut dire ici on aura pH de l'ordre par exemple de 8, 7. Alors qu'ici on aura un pH de l'ordre de 4 par exemple. Donc ce sont les conditions qu'on avait étudiées qui activent cette enzyme-là. Cette fameuse enzyme qu'on avait nommée ATP synthétase ou bien sphère pédonculée. Voici la sphère et voici le pédoncule. Ça va? Donc cette enzyme, elle est activée par cette différence de pH et cette différence électrique de charge. Au niveau du milieu extérieur, on a énormément de charges positives. Au niveau de la matrice, on a moins de charges positives. Donc ce gradient qui est électrique et chimique,
électrique veut dire les charges, chimique veut dire le pH. Donc ce gradient active ces ATP synthase qui, lorsqu'ils sont activés, ils vont permettre aux protons de réentrer à l'intérieur de la mitochondrie, mais ils vont utiliser l'énergie de cette rentrée pour phosphoryler l'ADP. Phosphorylation d'ATP, ça veut dire liaison d'un groupement phosphate aux molécules d'ATP pour produire l'ATP. Ça va? Bien. Donc on va passer, c'est une théorie qui a été proposée par Peter Mitchell en 1961. Et là, c'est un prix Nobel dans les années 70. Bien. Les coenzymes INADH et FADH2 sont oxydés du côté interne de la membrane interne. Ils vont donner des protons et des électrons. Transfert des électrons et de transporteur en transporteur au niveau de la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final qui est l'oxygène qui se réduit en H2O. Les protons sont évacués vers l'extérieur par quelques transporteurs qui exploitent l'énergie de transfert des électrons. Création d'un gradient électrochimique, c'est très intéressant ce terme-là. Donc, entre les deux côtés de la membrane, activation des ATP synthase qui sont les seules structures qui permettent aux protons de rentrer à l'intérieur de la matrice en exploitant l'énergie de ce flux pour phosphoryler l'ADP en ATP. Très bien. Et ce qui nous reste maintenant, c'est quoi? Regardez, ici, on a un schéma bilan de tout ce qui s'est passé. Regardez bien. Donc, la glycolyse au niveau de l'hyaloplasme, le glucose se transforme en 2 acides pyruviques. Entrée de l'acide pyruvique. Première oxydation au niveau de la matrice. Par la suite, l'acétylcoenzyme A va pénétrer dans le cycle de Krebs. Un ensemble de réactions de décarboxylation et de déshydrogénation. Par la suite, on a production d'un certain nombre de NADH+ et FADH2 qui sont réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire. Par ce gradient électrochimique, on aura la possibilité d'activer les ATP synthase qui vont phosphoryler l'ADP en ATP. Et voici l'ATP produite. Bien, c'est ça le bilan de la respiration en bref. Bien, on va passer maintenant à la fermentation. Pardonnez-moi, avant de passer à la fermentation, on va voir un tout petit peu le bilan énergétique pour faciliter la dernière, Inch'Allah, le dernier point. Chaque molécule de glucose produit, au niveau de la glycolyse, 2 NADH2, formation d'acétylcoenzyme A, il produit 2 NADH2, cycle de Krebs, il produit 6 NADH2, 1 FADH2. En ce qui concerne l'ATP produit directement, on a 2 au niveau de la glycolyse et on a 2 au niveau du cycle de Krebs. Donc au total, on aura production de 10 NADH+, 2 FADH2. On va voir, ces 10 NADH+, ils vont produire 30 ATP, 2 FADH2, il va produire... chacune va produire 2 ATP, donc au total on aura 4 ATP et la somme c'est 38 ATP. C'est la somme, le nombre d'ATP produit par l'oxydation d'une molécule de glucose, entièrement par la respiration. Donc équation bilan de la respiration cellulaire, C6H12O6 plus oxygène, plus 38 ADP, puisqu'on avait produit 38 ATP, plus 38 PI, ça va donner 6 CO2, une oxydation totale de glucose. Il n'en reste que des résidus minéraux sans aucune énergie à l'intérieur. Donc avec 38 ATP. Bien. Maintenant, on va passer à la fermentation. C'est très facile en comparaison avec la respiration. La fermentation alcoolique. On va débuter par cette fermentation alcoolique. Regardez bien. Ici, on vous schématise cette fermentation alcoolique. Regardez. La première étape déjà étudiée, on l'avait déjà vue. La première séance, regardez, le glucose se transforme en acide pyruvique. C'est la glycolyse. Bien. La deuxième étape, c'est quoi? C'est la transformation de l'acide pyruvique en éthanol. C'est très facile. C'est une réaction qui va faire consommer le NADH+ et les 2 NADH+ qui ont été produits lors de la glycolyse. Bien. Donc, chaque molécule de glucose, il va produire 2 NADH+ lors de la glycolyse plus 2 ATP, mais ces 2 NADH+, ils vont être réutilisés au niveau de l'étape suivante pour produire l'éthanol. L'éthanol, c'est un résidu organique, on avait parlé, la première séance, plus le CO2. L'éthanol, il contient 2 atomes de carbone, plus cet atome de carbone de CO2, donc ces 3 atomes de carbone, c'est le contenu d'atomes de carbone dans l'acide pyruvique. Ça veut dire quoi? Une molécule de glucose va donner 2 CO2 plus 2 molécules d'éthanol. C'est ça la fermentation. Elle se passe entièrement au niveau d'hyaloplasme. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième fermentation. C'est la fermentation lactique. Cette fermentation lactique, elle a lieu au niveau des cellules musculaires. Au niveau des cellules musculaires.
par exemple, ou bien au niveau d'un certain nombre de bactéries qu'on appelle les lactobactères. Bien, regardez comment se passe cette fermentation lactique. On avait dit que la glycolyse, c'est une étape commune, ça veut dire la même chose pour la glycolyse. Regardez ici, le glucose, il va donner 2 acides pyruviques. Bien, c'est la même chose que la fermentation lactique, et même chose pour la fermentation, pour la respiration. Et cet acide pyruvique, il est transformé en acide lactique. Un acide lactique par une réduction. Ça veut dire les 2 NADH+ qui ont été produits précédemment lors de la glycolyse, ils sont réutilisés dans l'étape suivante de la fermentation. Donc le bilan, on aura uniquement 2 ATP. Bien. Donc, il se déroule elle aussi au niveau du alloplasme. Elle est faite en deux étapes, glycolyse plus réduction de l'acide pyruvique. Équation globale de la fermentation est soit lactique, soit alcoolique. Bien, regardez, fermentation lactique. Le glucose, il contient une quantité d'énergie. Il est transformé en acide lactique qui contient une faible quantité d'énergie. C'est une matière organique qui contient de l'énergie potentielle, plus 2 ATP. C'est ça le bilan. Bien. La fermentation alcoolique elle-même, C6H12O6, le glucose, il contient la même quantité d'énergie initiale. Lorsqu'il est transformé en éthanol qui contient une faible quantité d'énergie et avec libération de 2 CO2 et de 2 ATP. Bien. Rendement énergétique, c'est le dernier paragraphe de notre science, Inch'Allah. Rendement énergétique de la fermentation et de la respiration. L'oxydation complète d'une mole de glucose en présence d'oxygène dans une chambre calorimétrique, c'est une technique utilisée pour valoriser l'énergie contenue dans chaque molécule. Il libère 2840 kJ. Pour l'hydrolyse complète d'ATP, il va libérer, une seule molécule d'ATP va libérer 30,5 kJ. Alors que l'oxydation complète d'une mole d'acide lactique dans une chambre, la même chose, il produira 1336 kJ. Donc, à partir de ces chiffres-là, regardez, la molécule de glucose, il contient 2840 kJ par chaque molécule. Donc, par la respiration, on récupère 38 ATP. Lorsqu'on multiplie ce 38 par 30,5, ça va donner 1159. C'est l'énergie exploitée par la cellule. Et le reste, elle est perdue sous forme de chaleur. C'est l'effet de Joule. Le reste, elle est perdue sous forme de chaleur. Et on a des résidus ici qui sont minéraux, qui ne contiennent aucune énergie. Pour la fermentation, on a pris ici l'exemple de la fermentation lactique. Regardez bien, cette fermentation lactique, elle produit uniquement 2 ATP. Regardez, ça veut dire une somme d'énergie exploitée par la cellule de 61 kJ uniquement. Bien. Et 2 acides lactiques, chacun, on avait des 1336 kJ, ça veut dire tous les deux le rompèrent 2672 kJ. Donc la perte, c'est 107 kJ uniquement. Pourquoi? Parce qu'on a de la matière organique ici qui est emmagasinée. Dernier tableau, pour terminer. Ici, on va essayer de calculer le rendement énergétique. Donc, on avait parlé de ça. Ici, c'est l'énergie exploitée en respiration. Ici, c'est l'énergie exploitée en fermentation. Donc, le rendement énergétique, cette notion de rendement énergétique, c'est quoi? C'est l'énergie contenue dans l'ATP sur l'énergie globale emmagasinée dans la matière, dans une molécule oxydée. Donc, fois 100. Pourquoi? Parce que c'est un pourcentage. On constate d'après les calculs que le rendement de la respiration, c'est 40,8. Ça veut dire 41 de l'énergie contenue dans la molécule de glucose, elle est utilisée par la cellule. Donc, ce qui reste, ça veut dire 60%, elle est perdue sous forme de chaleur. Pour la fermentation, regardez, on a uniquement 2,14% de l'énergie qui est exploitée dans la molécule de glucose, alors que le reste, une petite fraction, elle est perdue, alors que le reste, elle est sous forme de résidus minéraux, qui est l'acide lactique ou bien l'alcool. Le rendement énergétique de la respiration est plus élevé, environ 40%, que celui de la fermentation, environ 2%, mais elle reste cependant relativement faible. Ça veut dire celle de la respiration, car une grande partie de l'énergie, 60% du glucose, est perdue sous forme de chaleur, tandis que pour la fermentation, les déchets organiques contiennent encore une partie importante d'énergie potentielle. J'espère bien que vous avez compris cette séance. Et j'espère bien que vous avez visualisé les 3 sciences pour bien comprendre ce premier chapitre de l'unité 1. Et au revoir à un autre cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.